J'ai perdu mon bébé bien-aimé lors de l'accouchement. Mon mari a dit, ce n'est pas ta faute, ne te blâme pas, mais j'ai continué à pleurer seule. Puis une infirmière s'est approchée doucement et m'a chuchoté d'une voix tremblante. Veux-tu connaître la vérité? Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La Maison Blanche de style colonial, située dans le quartier résidentiel huppé de Pacific Palisades en Californie, était la demeure parfaite pour un couple idéal. Les murs du spacieux salon étaient magnifiquement ornés de peintures qu'Emily Johnson avait rapportées de la galerie d'art qu'elle dirigeait. Emily était connue localement comme une propriétaire de galerie renommée, et son sens de l'esthétique ainsi que son flair pour les affaires étaient très appréciés de beaucoup. Emily et Michael, qui en étaient à leur 3e année de mariage, formaient un couple idéal, envié de leur entourage. Michael travaillait comme vice-président dans une banque d'investissement, et ses revenus leur assuraient une vie confortable, à l'abri du besoin. La galerie d'Emily se portait également bien, prisée par la riche clientèle locale. Et tous deux attendaient avec impatience la naissance de leur premier enfant, longtemps espéré. Par un après-midi de printemps, alors qu'elle était dans son 7e mois de grossesse, Emily préparait une nouvelle exposition dans sa galerie tout en caressant doucement son ventre de temps à autre. Le bébé bougeait avec énergie, donnant parfois des coups de pied vigoureux comme pour interrompre son travail. Dans ces moments-là, Emily souriait avec bonheur et parlait doucement à son ventre. « S'il te plaît, sois un peu plus calme. Maman travaille. » Les clients qui visitaient la galerie félicitaient chaleureusement Emily pour sa grossesse. Madame Davis, une cliente fidèle, lui a notamment dit « Un bébé dont la mère est aussi merveilleuse que vous deviendra certainement un enfant talentueux. » Encouragée par de tels mots, Emily s'efforçait de concilier travail et grossesse. Cependant, dernièrement, Michael rentrait de plus en plus tard. Les projets importants à la banque d'investissement s'enchaînaient, et travailler tard dans la nuit était devenu monnaie courante. Emily, en épouse compréhensive, acceptait l'emploi du temps chargé de son mari, mais elle se sentait parfois seule pendant les longues heures qu'elle passait seule. C'est à cette période que la mère de Michael, Linda, a commencé à leur rendre visite fréquemment. Linda, ancienne infirmière, donnait à Emily divers conseils sur sa grossesse. En apparence, elle semblait être une belle-mère bienveillante, mais Emily percevait parfois une critique subtile au détour de ses phrases. « Emily, tu travailles trop. Ne devrais-tu pas lever le pied? Tu dois faire passer le bébé en premier. » La voix de Linda avait un ton inquiet, mais elle contenait aussi une certaine insistance. Emily répondit poliment « Merci, Linda. Mais le médecin a dit que je pouvais continuer à faire de l'exercice modéré et à travailler. » L'avis du médecin est important, mais l'intuition d'une mère l'est aussi. Quand j'ai eu Michael, j'ai été en alitement complet pendant les derniers stades de la grossesse, poursuivit Linda. De plus, l'hôpital où tu accouches est important. J'ai entendu dire que le service d'obstétrique de l'hôpital Saint-Marie est formidable. Michael est d'accord avec moi là-dessus. Vers le moment où Emily est entrée dans son 8e mois de grossesse, de subtils changements ont commencé à apparaître dans son état physique. Elle se fatiguait facilement et ressentait parfois de légers vertiges. Ses examens réguliers ne montraient aucun problème particulier, mais Emily elle-même se sentait quelque peu anxieuse. Pendant ce temps, Michael rentrait encore plus tard du travail et il allait de plus en plus souvent travailler le week-end. « Je suis désolé, Emily. Il y a une grosse affaire en cours et je ne peux tout simplement pas m'absenter du travail en ce moment, » disait Michael d'un ton désolé. « Mais je pense toujours à toi et au bébé. C'est précisément pour cela que je veux que tu aies le meilleur hôpital et le meilleur médecin. » Environ un mois avant la date prévue de l'accouchement, Michael a soudainement abordé de manière concrète le choix de l'hôpital pour l'accouchement. Il a fortement recommandé l'hôpital Saint-Marie, affirmant que le docteur Harris du service d'obstétrique y avait une très bonne réputation. Emily voulait envisager d'autres hôpitaux, mais en raison de problèmes d'assurance et des souhaits pressants de son mari, elle a fini par se décider pour l'hôpital Saint-Marie. À l'approche de la date de son accouchement, l'anxiété d'Emily grandissait. Ce n'était pas la peur habituelle de l'accouchement, mais un vague malaise inexplicable. Elle a commencé à se réveiller fréquemment au milieu de la nuit, et il est devenu une habitude de s'asseoir seule dans le salon et de parler au bébé dans son ventre. Puis, la nuit fatidique arriva. Vers 2 heures du matin, des contractions régulières ont commencé. Emily a réveillé Michael et ils se sont précipités à l'hôpital Saint-Marie. Dans la voiture, Michael répétait « Tout ira bien », tout en serrant fermement la main d'Emily. Le service d'obstétrique de l'hôpital Saint-Marie était anormalement agité malgré l'heure tardive. Alors qu'Emily était transportée en fauteuil roulant vers la salle d'accouchement,
elle a ressenti un subtil sentiment de malaise face aux expressions des infirmières qu'ils croisaient dans le couloir. Normalement, elles auraient offert des mots d'encouragement chaleureux, mais elles détournaient le regard et semblaient partager un secret important. « Madame Johnson, par ici, s'il vous plaît », les guida l'infirmière en chef, Carol, d'une voix mécanique. Son sourire était professionnel et semblait quelque peu artificiel. Quand Emily est entrée dans la salle d'accouchement, l'équipement médical était déjà parfaitement installé, comme si on l'attendait depuis des heures. Michael se tenait dans un coin de la salle, parlant à voix basse avec le médecin traitant, le docteur Harris. Leur conversation ne parvenait que par bribes. « Michael, de quoi parlez-vous » appela Emily entre deux contractions. Michael se retourna avec une expression quelque peu troublée. « Oh, je confirme juste les détails pour l'assurance. Concentre-toi sur l'accouchement. » Le docteur Harris s'approcha. « Madame Johnson, les choses progressent bien, mais il semble que cela pourrait prendre un certain temps. Détendez-vous et confiez-vous à nous. » À mesure que les contractions s'intensifiaient, Emily devenait plus sensible à l'atmosphère étrange qui l'entourait. Les infirmières entraient et sortaient de la chambre plus fréquemment que nécessaire, échangeant à chaque fois des regards entendus avec Michael. La jeune infirmière, Sarah en particulier, avait une expression de profonde sympathie lorsqu'elle regardait Emily. Cela semblait plus que de la simple empathie face à un accouchement. C'était une émotion plus profonde, plus grave. « Augmentons un peu plus l'anesthésie pour soulager la douleur », suggéra le docteur Harris, ce qui surprit Emily. Elle avait souhaité un accouchement naturel et leur avait dit auparavant qu'elle voulait utiliser le moins d'anesthésie possible. « Mais je pensais que je voulais un accouchement naturel », protesta faiblement Emily. La situation a changé. C'est pour la sécurité du bébé et de la mère. La voix du docteur Harris avait une autorité indéniable. Michael lui serra la main et murmura « Faisons confiance au jugement du médecin ». Avec l'augmentation de la dose d'anesthésie, la conscience d'Emily s'embruma progressivement. La douleur des contractions s'est atténuée, mais en même temps, il lui est devenu difficile de saisir avec précision la situation qui l'entourait. À travers sa vision trouble, elle pouvait voir des médecins et des infirmières tenir fréquemment des conciliabules à voix basse. Leur conversation était intentionnellement menée à voix basse, et Emily ne pouvait en entendre le contenu. Les aiguilles de l'horloge indiquaient 4 heures du matin. L'accouchement prenait plus de temps que prévu et les forces d'Emily étaient très diminuées. L'effet de l'anesthésie rendait sa perception du temps vague, et elle continuait dans un état second. Malgré tout, elle sentait instinctivement que quelque chose n'allait pas. Encore un petit effort, Madame Johnson. Continuez comme ça. La voix de l'infirmière Carol lui parvenait de loin. Cependant, cette voix était dépourvue du ton vif et encourageant habituellement entendu lors des accouchements normaux et avait une tonalité artificielle, comme si elle jouait un rôle. Vers 5h30 du matin, l'accouchement est entré dans sa phase finale. Emily a essayé désespérément de donner naissance à son bébé à travers sa conscience embrumée. Cependant, elle n'entendit pas le cri puissant d'un nouveau-né qu'elle avait attendu. Au lieu de cela, un silence pesant s'est répandu dans la salle d'accouchement. « Où est le bébé ? » « Je n'entends pas la voix du bébé », demanda Emily d'une voix tremblante de peur. Elle pouvait entendre les bruits des médecins et des infirmières qui s'agitaient frénétiquement. Des bruits de machines, des pas et des chuchotements tendus, mais personne ne lui donnait de réponse claire à sa question. L'expression du docteur Harris était dure, complètement différente de son calme habituel. « Docteur, est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Qu'est-il arrivé à mon bébé ?» Emily articula sa voix avec difficulté. Michael s'approcha de son chevet et lui prit la main. Sa main était anormalement froide et tremblante. « Emily, calme-toi. Le docteur fait de son mieux. » Mais Emily a compris. Il y avait des signes dans la voix de son mari et dans les mouvements du médecin qui indiquaient que quelque chose d'irréversible s'était produit. Elle pouvait voir l'infirmière Sarah dans un coin de la pièce, les larmes aux yeux. Étaient-ce des larmes de tristesse ou des larmes de culpabilité ? Le docteur Harris s'approcha lentement d'Emily. Son visage était dur comme la pierre, une profonde responsabilité se lisait dans ses yeux. « Madame Johnson, j'ai quelque chose que je dois vous dire. » L'air dans la pièce devint soudainement lourd. Les tremblements de Michael s'intensifièrent, et toutes les infirmières baissaient les yeux. Le cœur d'Emily battait violemment, anticipant la pire des nouvelles. « Je suis désolé ?» La voix du docteur Harris était basse, l'émotion contenue. « Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais le bébé n'a pas pu être sauvé. » Le monde d'Emily s'effondra en un instant. « Qu'avez-vous dit ? Ce n'est pas possible. »
Le bébé bougeait énergiquement il y a à peine quelques instants. C'était une asphyxie due à l'enroulement du cordon ombilical autour du cou. Le cordon s'est enroulé autour du cou, coupant l'alimentation en oxygène. Ce genre de situation est imprévisible et personne n'est à blâmer. L'explication du docteur Harris était médicalement parfaite, mais pour Emily, elle sonnait comme un texte appris par cœur. Michael l'a étreinte et a versé des larmes. « Emily, ce n'est pas ta faute. Ce n'est la faute de personne. Ne t'en fais pas. » Cependant, Emily ressentait de la méfiance même envers les paroles réconfortantes de son mari. Ces larmes étaient-elles sincères? Cette tragédie était-elle vraiment inévitable? Même embrumée par l'anesthésie, une petite graine de doute commença à germer au fond de son cœur. L'infirmière Sarah s'approcha doucement et essuya le front d'Emily avec une serviette froide. À cet instant, les yeux de Sarah croisèrent ceux d'Emily. Il y avait là une profonde tristesse, en même temps, une expression qui semblait vouloir dire quelque chose. C'était comme un appel muet, rempli d'émotions complexes, la suppliant de découvrir la vérité. Un lourd silence régnait dans la chambre d'hôpital. Ce qui aurait dû être le moment le plus heureux de la vie d'Emily s'était transformé en le souvenir le plus douloureux. 2 semaines s'étaient écoulées depuis sa sortie, mais la tristesse d'Emily ne montrait aucun signe d'apaisement. La belle maison de Pacific Palisades lui semblait maintenant le symbole d'un espoir perdu. La chambre qu'ils avaient préparée pour le bébé restait porte close, et Emily ne pouvait même pas s'en approcher. Chaque jour, elle s'asseyait seule sur le canapé, fixant le jardin d'un regard vide tandis que les larmes coulaient. Michael jouait le rôle d'un mari dévoué en apparence, mais il était plus souvent absent qu'auparavant, prétextant le travail. « Emily, je m'inquiète de te laisser seule, mais je dois travailler, sinon nous ne pourrons pas joindre les deux bouts. S'il te plaît, comprends, » disait-il en quittant la maison tôt chaque matin pour ne rentrer que tard le soir. Emily essayait de croire les paroles de son mari, mais au fond de son cœur, elle sentait que quelque chose n'allait pas. Sa belle-mère, Linda, lui rendait aussi fréquemment visite. Cependant, ces paroles réconfortantes sonnaient parfois cruellement. « Emily, Dieu donne un sens à toute chose. Il te bénira sûrement avec un bébé en bonne santé à un meilleur moment. Tu es encore jeune, tu dois penser au prochain enfant. Michael veut aussi un héritier. » Emily se sentait mal à l'aise avec les mots de Linda. C'était comme si on la pressait d'oublier rapidement cette tragédie pour passer à autre chose. N'était-ce pas une suggestion bien trop hâtive pour une mère en deuil? Un après-midi pluvieux, alors qu'Emily était seule dans le salon à essuyer ses larmes, la sonnette de la porte d'entrée retentit. Elle n'attendait personne et pensa d'abord ignorer, mais la sonnette continua de retentir avec insistance. D'un pas lourd, elle alla à la porte et regarda par le judas pour voir une jeune femme familière debout dehors. « Sarah !» s'exclama Emily, surprise. Sarah Thompson, l'infirmière de l'hôpital Saint-Marie, se tenait là, trempée par la pluie. Son expression était sérieuse, indiquant clairement qu'elle avait quelque chose d'important à discuter. Quand Emily ouvrit la porte, Sarah commença à parler avec hésitation. « Madame Johnson, je suis désolée de vous déranger alors que vous êtes occupée, mais il y a quelque chose dont je dois absolument vous parler. Entrez, je vous en prie. » Emily invita Sarah à l'intérieur. Sarah, 28 ans, était l'infirmière qui avait montré l'expression la plus sympathique le jour de l'accouchement. Ses yeux contenaient encore une profonde tristesse et des émotions complexes, comme si elle voulait dire quelque chose. Assises l'une en face de l'autre dans le salon, Sarah a d'abord poliment présenté ses condoléances. « Chaque fois que je repense à cette nuit, mon cœur se serre. Je vous présente mes condoléances. »« Merci, Sarah. Je suis contente que vous soyez venue, » répondit honnêtement Emily. Parmi les personnes qu'elle avait rencontrées à l'hôpital, seule Sarah semblait se soucier sincèrement d'elle. Sarah tripotait ses mains tout en choisissant soigneusement ses mots. « Madame Johnson, il y a quelque chose à propos de cette nuit qui me tracasse. » Le cœur d'Emily se mit à battre plus vite. « Que voulez-vous dire? N'avez-vous jamais remis en question le diagnostic du médecin ou ce qui s'est passé à l'hôpital ?» La voix de Sarah était basse, comme si elle craignait d'être entendue. Emily eut le souffle coupé. En fait, j'ai senti que quelque chose était étrange, mais je pensais que mon jugement était altéré par le chagrin. Sarah prit une profonde inspiration et continua d'une voix tremblante. Madame Johnson, je travaille dans cet hôpital depuis 10 ans, mais je n'ai jamais rien vécu de tel que cette nuit-là. Trop de choses étaient différentes d'un accouchement normal. Que voulez-vous dire? La voix d'Emily se mit également à trembler. D'abord, votre mari, Michael,
est venue à l'hôpital plusieurs fois dans les jours précédant l'accouchement et a eu de longues conversations avec le docteur Harris. Normalement, les pères ne font pas de préparatifs aussi poussés, expliqua Sarah en regardant nerveusement autour d'elle. Emily était surprise. Michael a fait ça? Il ne m'a rien dit à ce sujet. De plus, l'affectation du personnel médical cette nuit-là était anormale. La moitié des membres habituels de l'équipe de nuit a été soudainement transférée dans d'autres services. Les remplaçants étaient des infirmières qui ne travaillent habituellement pas beaucoup en obstétrique. En écoutant le témoignage de Sarah, divers fragments de souvenirs ont commencé à se connecter dans l'esprit d'Emily. Le comportement anormal de Michael, les discussions secrètes avec le médecin, les attitudes fausses des infirmières. « Sarah, soupçonnez-vous quelque chose ?» demanda directement Emily. Sarah resta silencieuse un long moment, puis se leva avec une expression déterminée. Regardant Emily droit dans les yeux, elle dit d'une voix tremblante, « Voulez-vous connaître la vérité ?» Ces mots furent la clé d'une porte qui changerait fondamentalement la vie d'Emily. Elle sentit son cœur battre violemment tandis qu'elle hochait légèrement la tête. Sarah se rassit et baissa encore plus la voix. Cette nuit-là, ce qui s'est passé dans la salle d'accouchement n'a pas été partagé avec nous, les infirmières habituelles. Seul le docteur Harris et quelques membres du personnel spécialement appelés ont participé à vos soins. Spécialement appelés? Que voulez-vous dire? J'attendais dans le couloir, mais les bruits provenant de la salle d'accouchement étaient étranges. J'ai distinctement entendu le cri du bébé. Mais quelques minutes plus tard, tout est devenu soudainement silencieux. La voix de Sarah devint encore plus faible. Emily retint son souffle, écoutant. Le bébé pleurait? Oui. Au début, c'était un cri sain. Mais ensuite, quelque chose s'est passé. Les médecins se sont agités frénétiquement. Et puis, Sarah s'étrangla avec ces mots. Et puis on nous a dit que c'était une mort par asphyxie due à l'enroulement du cordon ombilical autour du cou. Mais quand j'ai entendu cette explication, plusieurs infirmières expérimentées avaient des expressions interrogatives. Les mains d'Emily tremblaient. Cela signifie? Je ne suis pas médecin, donc je ne comprends pas les choses médicales. Mais avec mes 10 ans d'expérience en tant qu'infirmière, je peux dire que ce qui s'est passé cette nuit-là était différent d'un accident médical normal. Sarah se leva et prit la main d'Emily. Madame Johnson, si vous voulez connaître la vérité, je vous aiderai. Mais avant cela, je veux que vous compreniez quelque chose. Apprendre la vérité pourrait changer complètement votre vie. Emily essuya ses larmes et répondit, « Ma vie a déjà changé. Je ne peux pas vivre sans connaître la vérité. » Sarah hocha la tête. « Je comprends, mais c'est aussi dangereux. Si nos soupçons sont corrects, les personnes impliquées essaieront d'empêcher la vérité d'éclater. Je veux quand même savoir. » La voix d'Emily était emplie de l'amour pour son enfant perdu et d'une forte détermination pour la vérité. Sarah prit une profonde inspiration et dit, « Alors, retrouvons-nous chez moi demain soir. Je vous montrerai tout ce que j'ai et nous discuterons de ce que nous devrions faire ensuite. » Emily serra la main de Sarah en retour avec gratitude. « Merci, Sarah. Sans vous, je n'aurais jamais connu la vérité. » Après le départ de Sarah, Emily s'assit seule dans le salon, pensant au voyage vers la vérité qui allait commencer. Il restait encore plusieurs heures avant que son mari ne rentre à la maison. Pendant ce temps, elle décida de mettre de l'ordre dans ses souvenirs et d'écrire tous les doutes qu'elle avait négligés jusqu'à présent. Le lendemain, Emily se rendit au petit appartement de Sarah. Situé au 3e étage d'un vieil immeuble en briques du centre-ville, la pièce était modeste mais chaleureuse. Sarah accueillit Emily avec une expression tendue et commença à parler en préparant du café. « Je n'ai presque pas dormi la nuit dernière, mais ma détermination à vous dire la vérité n'a pas changé. » Sarah posa un petit dossier sur la table de la salle à manger. « Ce sont des informations que j'ai rassemblées en secret. Comme elles n'ont pas été obtenues par des voies officielles, elles sont incomplètes en tant que preuve, mais... » Emily ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvaient des plannings d'équipe de l'hôpital, des copies de dossiers médicaux et des notes manuscrites. Les notes détaillées de Sarah consignaient les événements de cette nuit par ordre chronologique. D'abord, regardez ça. Sarah désigna le tableau d'affectation du personnel de l'hôpital. Cette nuit-là, plus de la moitié de l'équipe d'obstétrique habituelle a été transférée dans d'autres services. Les remplaçants étaient des personnes qui travaillent habituellement dans des départements différents. Emily était surprise. Autant de personnes? Ça ne semble pas être une coïncidence. C'est exact. Et parmi ce personnel de remplacement se trouvaient des personnes qui avaient été mutées en raison de problèmes passés.
Sarah montra un autre document. En particulier, cette infirmière, Jennifer, avait déjà fait l'objet d'une mesure disciplinaire pour falsification de dossiers médicaux. Le cœur d'Emily battait violemment. Falsification de dossiers médicaux? Oui. Mais pour une raison ou une autre, elle a été choisie pour l'équipe de cette nuit-là. Normalement, on affecterait le personnel le plus digne de confiance pour un accouchement important. Sarah continua d'expliquer le comportement de Michael à l'hôpital. Votre mari est venu à l'hôpital presque tous les jours pendant une semaine avant l'accouchement. Il parlait dans le bureau privé du Dr Harris, parfois pendant plus de 2 heures. 2 heures? Michael a dit que c'était pour les procédures d'assurance. La voix d'Emily tremblait. Les procédures d'assurance ne prennent pas autant de temps. De plus, dans des bribes de conversation que j'ai surprises par hasard, des mots comme montant et garantie sont apparus. Ce ne sont pas des mots utilisés dans les consultations médicales. Emily expira profondément. Ses soupçons à l'égard de son mari se transformaient en certitude. Avez-vous appris autre chose? Sarah révéla avec hésitation l'information la plus choquante. En fait, j'ai entendu une partie de la conversation dans cette salle d'accouchement depuis le couloir. Le docteur Harris a dit, procédez comme prévu. Et l'une des infirmières a demandé, mais est-ce vraiment correct? Comme prévu? On dirait que c'était planifié. Oui. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est la quantité d'anesthésie que vous avez reçue. Pour un accouchement naturel normal, on n'utilise pas une anesthésie aussi forte. On aurait dit qu'ils avaient besoin de brouiller votre conscience. Emily se leva et fit le tour de la pièce. Donc, il ne voulait pas que je voie la vérité. La possibilité est élevée. Et Sarah commença son témoignage le plus important. J'ai distinctement entendu le cri du bébé. C'était le cri d'un bébé sain et énergique. Il a continué à pleurer pendant au moins 5 minutes. Emily s'appuya contre le mur. 5 minutes? Mais le médecin a dit que c'était une mort instantanée par enroulement du cordon ombilical. Il est médicalement impossible qu'un bébé mort instantanément par enroulement du cordon ombilical pleure continuellement pendant 5 minutes. En tant qu'infirmière, j'ai assisté à des centaines de naissances. La situation de cette nuit-là était anormale, peu importe comment on la regarde. Les 2 femmes furent enveloppées d'un lourd silence. Dans le cœur d'Emily, la confiance qu'elle portait à son mari bien-aimé s'effondra complètement. En même temps, elle commençait à entrevoir l'horrible vérité sur ce qui était arrivé à son enfant chéri. Sarah, je vais enquêter sur le comportement de Michael. Je vais vérifier ses relevés téléphoniques, l'historique de ses dépenses par carte de crédit, tout. La voix d'Emily était emplie d'une nouvelle détermination. Dès le lendemain, Emily commença secrètement son enquête. Après le départ de Michael pour le travail, elle fouilla soigneusement son bureau. Au fond d'un tiroir, elle découvrit un livret de compte bancaire dont elle ignorait l'existence. Il contenait des relevés de dépôt et de retrait suspects et importants au cours des 6 derniers mois. Plus choquants encore étaient les relevés de cartes de crédit. Au cours de la dernière année, Michael avait dîné dans des restaurants chers presque chaque semaine. Cependant, toutes ces dates correspondaient aux jours où il disait être occupé par le travail et rentrait tard. Et les paiements étaient toujours pour 2 personnes. Emily contacta une agence de détectives privés et demanda une enquête sur le comportement de son mari. Le rapport qu'elle reçut une semaine plus tard contenait des informations qui dépassaient ses pires craintes. Michael avait une liaison depuis 2 ans. Sa partenaire était une femme de 30 ans nommée Amanda Clark qui travaillait dans la même banque d'investissement. Plus choquant encore, Amanda était tombée enceinte 1 an auparavant et avait avorté. Selon le rapport du détective, Michael envisageait sérieusement un avenir avec Amanda et songeait au divorce. Cependant, il y avait un obstacle majeur au divorce, le grand héritage qu'Emily avait reçu de son père et les biens immobiliers à son nom. S'il divorçait, Michael perdrait probablement ses actifs. De plus, si Emily avait un enfant, la majeure partie de l'héritage reviendrait à l'enfant. Emily lut le rapport les mains tremblantes et arriva à la plus terrifiante des vérités. Michael et Amanda avaient mené des enquêtes détaillées sur l'héritage d'Emily par l'intermédiaire d'un avocat. Si Emily mourait dans un accident, Michael hériterait de tous ses biens. Cette nuit-là, Emily a de nouveau contacté Sarah. Les 2 femmes se sont rencontrées tard dans la nuit dans un lieu discret et ont partagé les résultats de leur enquête. Maintenant, tout se connecte, dit Sarah, le visage blême. Le plan de cette nuit-là n'était pas seulement de tuer le bébé. Vous-même étiez également en danger. Que voulez-vous dire?
Ils ont peut-être prévu de vous faire mourir accidentellement aussi, en le déguisant en hémorragie massive ou en infection pendant l'accouchement, mais pour une raison quelconque, cette partie n'a pas été exécutée. Emily frissonna de peur. Donc Michael allait nous tuer, moi et le bébé? La possibilité est élevée, mais il se peut qu'il y ait eu quelqu'un parmi les médecins ou les infirmières qui a hésité à aller jusqu'à tuer la mère. Les deux femmes restèrent silencieuses un long moment. Puis Emily prit sa décision finale. Sarah, signalons cela à la police. Soumettons toutes les preuves que nous avons recueillies et demandons une enquête officielle. Mais Emily, c'est très dangereux. Nous avons affaire à des gens qui n'hésiteraient pas à commettre un meurtre. S'ils découvrent que nous agissons, je veux quand même obtenir justice pour mon bébé et sauver d'autres vies innocentes. Les yeux d'Emily brillaient d'une forte lueur de détermination. Je comprends. Je suis prête aussi. Allons au poste de police ensemble demain. Quand Emily rentra chez elle, elle s'assit seule dans le salon et regarda une photo de son bébé décédé. Je suis désolée, maman n'a pas pu te protéger, mais je vais certainement découvrir la vérité et obtenir justice pour toi. Le lendemain matin, après le départ de Michael pour le travail, Emily fit ses derniers préparatifs. La bataille qui allait commencer serait extrêmement difficile, mais pour son enfant bien-aimé et pour la vérité, elle était déterminée à se battre. Son amour pour son mari s'était complètement transformé en colère face à la trahison, et son chagrin s'était sublimé en une volonté de justice inébranlable. 6 mois plus tard, la salle d'audience du tribunal de district de Californie était bondée de nombreux journalistes et spectateurs. Les preuves soumises par Emily et Sarah ont déclenché une enquête de police à grande échelle, et finalement, toute l'horrible vérité a été révélée. Michael Johnson a été accusé de meurtre au premier degré. Les faits révélés au tribunal ont montré un plan machiavélique qui dépassait l'imagination d'Emily. Il avait comploté avec sa maîtresse Amanda pendant plus d'1 an pour tuer sa femme et leur enfant à naître et s'emparer de tous les biens. Le docteur Harris et plusieurs infirmières avaient été soudoyés et avaient participé à un meurtre déguisé en accident médical. Le plus choquant était que la belle-mère, Linda, était également l'une des conspiratrices. Elle connaissait le plan de son fils et avait joué le rôle d'endormir la méfiance d'Emily. Les visites fréquentes de Linda et son attitude bienveillante n'étaient que de la comédie. Le jour du prononcé de la peine, Emily était assise au premier rang de la salle d'audience. Sarah était à côté d'elle, lui tenant la main. Lorsque le juge a prononcé la sentence d'une voix solennelle, Emily a versé des larmes en silence. Michael a été condamné à la réclusion à perpétuité. Le docteur Harris s'est vu retirer sa licence médicale et a écopé d'une peine de 25 ans de prison. La belle-mère, Linda, a reçu 15 ans pour complicité. Amanda a également été condamnée à 10 ans de prison pour complicité. Après le verdict, Emily a fait une brève déclaration à la presse. « Mon bébé bien-aimé ne reviendra jamais dans ce monde. Mais en découvrant la vérité, nous pourrons peut-être empêcher que des tragédies similaires ne se reproduisent. Je crois que c'est le plus bel hommage pour mon enfant décédé. » Le procès terminé, Emily a décidé d'entamer un nouveau chapitre de sa vie. Elle a vendu la maison de Pacific Palisades et a acheté une petite maison dans un quartier résidentiel calme de Portland, en Oregon. Elle a également cédé la galerie à un associé de confiance et a décidé de tracer sa propre nouvelle voie. À Portland, Emily a commencé à participer à des activités de protection de l'enfance. Elle a commencé à travailler comme bénévole pour une organisation à but non lucratif qui soutient les enfants victimes de maltraitance ou en danger. Son expérience est devenue un soutien pour de nombreuses mères en situation difficile. Un après-midi d'automne, Emily visitait un petit cimetière. Sur la pierre tombale de marbre blanc était gravé le nom de son enfant qui avait une vie trop courte. Elle a offert des fleurs et a parlé doucement. « Grâce à toi, maman a appris ce qu'est une vraie famille. Même s'il y a des liens de sang, si les cœurs ne sont pas connectés, ce n'est pas une famille. Mais les gens qui prennent soin les uns des autres et se soutiennent, même sans lien de sang, sont une vraie famille. » Son amitié avec Sarah est devenue le lien le plus précieux pour Emily. Une fois par mois, Sarah se rendait à Portland et les deux femmes passaient du temps ensemble. Sarah a quitté l'hôpital Saint-Marie et travaille maintenant pour une organisation dédiée à l'amélioration de l'éthique médicale. « Si tu n'avais pas eu le courage de me dire la vérité, j'aurais passé toute ma vie dans le mensonge », a exprimé Emily sa gratitude à Sarah. « J'ai aussi été encouragée par ta force. Merci de m'avoir donné le courage d'affronter la vérité », a répondu Sarah en souriant. La nouvelle vie d'Emily ne pouvait combler l'ampleur de sa perte, mais elle devenait certainement pleine de sens. Parmi les familles qu'elle soutenait,
il y avait de nombreuses personnes unies par des liens chaleureux, véritablement connectées par l'amour. Émilie a appris de première main que les relations fondées sur une affection et une confiance sincères, et non sur les liens du sang ou les certificats de mariage formels, sont ce qui constitue une vraie famille. Au crépuscule, dans le salon de sa petite maison de Portland, Émilie lisait tranquillement un livre. Parfois, elle se souvenait du bébé dans son ventre, et la tristesse la frappait, mais ce n'était plus du désespoir. C'était un amour impérissable pour un être cher qui habitait son cœur. La douleur de connaître la vérité était grande, mais Émilie avait gagné une vie bien plus précieuse qu'une vie de mensonges. Et autour d'elle se trouvait maintenant une vraie famille, qui transcendait les liens du sang. C'était le lien le plus fort de tous, forgé dans l'épreuve.